Alors, je suis en compagnie du professeur Mathieu Allais de l'hôpital Saint-Louis à Paris. On est à l'UEGW. Mathieu Allais, c'est vous qui avez un peu introduit cette semaine avec une grosse session sur les essais cliniques. Et alors, vous avez introduit d'abord en parlant des besoins non couverts et ensuite finalement des limites des essais cliniques. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez développé. Oui, en fait on m'avait demandé de faire l'introduction de cette session et c'était un peu libre et j'ai voulu rappeler à notre assistance de médecins et de chercheurs quels sont les besoins non couverts dans la maladie de Crohn. Et puis ça a été aussi l'occasion de voir un point qui est à mon avis très important, c'est qu'on inclut des patients atteints de maladie de Crohn bien sûr dans les essais thérapeutiques pour démontrer l'efficacité des traitements. Mais on se rend compte que finalement les patients qui sont dans les essais thérapeutiques ne sont pas toujours très représentatifs de la population de patients que l'on soigne. Et c'est lié à des critères qu'on utilise pour dire si un patient est éligible à rentrer dans une étude ou pas. Et donc par exemple, un des aspects, c'est un peu compliqué, mais on a par exemple deux maladies ou deux situations qui sont sous-représentées dans les essais thérapeutiques. C'est par exemple pour les rectocolites hémorragiques quand il y a une atteinte uniquement du rectum, ce qu'on appelle les proctites. Finalement, les patients qui ont ces proctites ne sont pas inclus dans les essais. Alors ça nous pose un petit problème parce que c'est quand même un problème important en pratique clinique. Le deuxième aspect, c'est que dans la maladie de Crohn, on a une sous-représentation des patients qui ont une atteinte de l'iléon seulement. Et ceci est lié aux critères qu'on utilise pour dire si la maladie est active ou pas, en reprenant beaucoup sur la diarrhée. Et on sait très bien qu'on peut avoir une maladie de Crohn de l'intestin grêle sans beaucoup de diarrhée. Et à ce moment-là, le score d'activité de la maladie, qu'on appelle le CDAI, n'est pas suffisamment élevé pour que le patient puisse être inclus. Donc c'était une occasion parce qu'on était très nombreux dans la salle. Il y avait aussi des décideurs sur les essais thérapeutiques. C'était un peu d'amener la discussion sur ces deux aspects dont les gens discutent, mais il faut probablement qu'on fasse des efforts là-dessus. Et puis c'était aussi, je devais introduire cette session, et c'était une superbe session. Il y avait beaucoup d'essais thérapeutiques très intéressants avec des traitements en développement, des médicaments en développement. Qui donnent des résultats intéressants. Donc, qu'est-ce que l'on a vu au cours de cette session? On a vu une étude sur l'ustekinumab, le Stelara, qui est maintenant sur le marché, des données sur l'étude Immunity en particulier, sur les dosages du médicament et la corrélation avec l'amélioration endoscopique. Donc c'était des données assez intéressantes qui soulignent l'efficacité du traitement et des analyses qui nous aident un peu à probablement mieux utiliser le médicament. On a eu aussi des résultats à nouveau qui avaient déjà été présentés sur le risankizumab. Alors c'est un médicament qui est dirigé contre l'interleukine 23. Je pense qu'on a déjà parlé pas mal de l'ustekinumab qui est dirigé contre les interleukines 12 et 23. Là, il est limité à l'interleukine 23. Et dans cette étude que l'on a vue, là, des bons résultats, des résultats intéressants en termes de réponse et de rémission. Donc un réel progrès. Et il semble que ce traitement soit efficace après des échecs d'anti-TNF-alpha, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. On a eu aussi deux communications sur des inhibiteurs de JAK. Alors on a déjà parlé à plusieurs reprises du tofacitinib, qui est un médicament qui est un inhibiteur de JAK, qui cible la JAK1 et la JAK3. Et ce traitement marche bien dans la rectocolite hémorragique, mais l'année dernière on avait été assez déçus, les études étaient négatives dans la maladie de Crohn. Et là on a deux nouveaux médicaments de la même classe thérapeutique, mais qui sont dirigés contre uniquement JAK1. Et dans ces études-là, on a deux études qui montrent, pour le filgotinib et l'upadacitinib, j'y suis arrivé, on a des bons signes d'efficacité, donc c'est intéressant. C'est des petites molécules, donc des données assez intéressantes. Et un autre médicament qui est aussi une petite molécule, c'est l'ozanimod, un médicament qui est développé dans la sclérose en plaques, qui est très efficace dans la sclérose en plaques, et qui donne des résultats qu'on a vus pour la première fois dans la maladie de Crohn, qui sont bons. Alors c'est des études précoces, ce qu'on appelle des phases 2, donc il faut toujours être prudent. On n'a jamais la certitude que qu'on démontrera l'efficacité dans des grandes études de phase 3, où on inclut plus de monde, mais quand même un signal efficace. Le mécanisme d'action n'est pas totalement élucidé. C'est un mécanisme qui empêche les lymphocytes d'aller au-delà des ganglions qui sont à côté de l'intestin. Alors, enfin, ça joue encore une fois sur la migration des lymphocytes. Bon, ce qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que tous ces traitements
n'ont pas de mauvais signaux de tolérance, hein, donc on n'observe pas d'effets secondaires importants, en tout cas, ou qui seraient sérieux. Alors encore une fois, il faut des études de plus grande envergure, mais en tout cas, on n'a aucun signal de problème de sécurité. Ça, c'est un point essentiel, parce que notre objectif, c'est bien sûr d'obtenir une rémission durable, sans corticoïdes, une rémission durable de la maladie, et sans risque. Et donc ça, c'est un des aspects sur lequel il y a une activité de recherche très forte, hein, sur le plan académique, industriel, pour essayer d'obtenir des traitements qui améliorent l'efficacité, qui soient simples dans leur prise, soit des comprimés, soit des injections qui sont espacées les unes des autres, hein, parce qu'on arrive maintenant à des traitements qui donnent des injections toutes les 8 semaines, c'est quand même assez sous-cutané, donc à la maison. Donc ça, c'est des progrès, je pense. Et sans inquiétude, comme on en a eu peut-être avec d'autres traitements dans le passé, en tout cas pas d'inquiétude évidente de sécurité. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et puis on a le développement dans ces essais thérapeutiques, c'est une des choses qu'on discute aussi, on accorde de plus en plus d'importance à un contrôle de l'inflammation, au-delà des symptômes. C'est-à-dire qu'on veut vérifier que la maladie, que non seulement les patients vont bien en termes de cliniquement, c'est-à-dire plus de douleur, plus de diarrhée, pas de fatigue, mais en plus, on souhaite avoir un bon contrôle, c'est-à-dire que l'inflammation dans l'intestin soit au mieux totalement contrôlée, totalement disparaisse, et que ça protège contre une évolution péjorative à long terme. Voilà, donc c'est une belle session, je pense, c'est prometteur. Avant l'interview, on parlait de la déconvenue avec le Montgersen, qui est un traitement oral. Bon, mais je pense que on n'a toujours pas très bien compris pourquoi ça ne marche pas dans cette étude de plus grande envergure, mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a de nombreux traitements. Là, on a juste parlé de la maladie de Crohn. Voilà. Merci beaucoup.